Bonjour à toutes et tous, merci pour votre invitation. Effectivement, c'est de propos introductifs, l'IFOP a réalisé une enquête pour la FM Téléthon en partenariat avec l'agence Bonafide dans le cadre de ses assises du muscle sur le regard qu'ont les Français à l'égard du muscle. D'abord, avant tout, le degré de connaissance, quel niveau d'information ont-ils sur la musculature, les muscles, le muscle, et puis des questions plus comportementales, leurs pratiques dans leur vie quotidienne liées à l'activité musculaire. Bon, c'est un sondage IFOP qui dit sondage des protocoles méthodologiques. C'est une enquête classique qui a été faite il y a quelques jours, du 15 au 16 mai, auprès de plus de 1000 personnes. C'est une mini-France qui a été constituée selon la méthode des quotas. Ce n'est pas une logique de consultation. Chaque catégorie sociale a été représentée en termes de sexe, d'âge, de profession, de région, de catégorie, d'agglomération. On va donc regarder ensemble les principaux résultats. Beaucoup de questions de connaissances, et on commence par une question introductive sur la connaissance de l'existence d'une discipline médicale consacrée aux muscles. Claudie Ignoret en parlait. Clairement, on a une majorité de Français qui ne sait pas qu'il existe aujourd'hui une discipline médicale comme la cardiologie, l'ophtalmologie consacrée aux muscles. Près d'un Français sur trois donne une bonne réponse et déclare connaître cette discipline avec deux types de clivages. D'abord, un clivage générationnel. Les plus jeunes sont plus nombreux à savoir qu'il y a une discipline médicale consacrée aux muscles. Et puis un clivage, vous le voyez, générationnel, puisque les plus jeunes sont plus de 40% versus les plus âgés, à peine un quart. Autre élément d'information, un indicateur global. Est-ce qu'on est bien ou mal informé sur les muscles et leurs fonctions ? On a un niveau d'information, vous le voyez, minoritaire, qui n'est pas négligeable, 42% dans une logique d'extrapolation, ça fait beaucoup de monde, mais le chiffre à retenir pour moi, c'est moins ces 42% que 4% qui déclarent être tout à fait bien informés sur les muscles et leurs fonctions. Et on a quand même une majorité de Français, presque 6 sur 10, qui se déclarent mal informés, avec là également un clivage générationnel. Les plus jeunes sont une majorité à se déclarer bien informés sur les muscles et leurs fonctions. Et puis un effet, niveau de diplôme, vous le voyez un peu plus bas, puisque le niveau d'information est majoritaire, on va dire, après le bac plus 2, et il n'atteint que 25% auprès des personnes faiblement ou pas diplômées. Question corollaire, mais plus précise, c'est moins le niveau d'information sur les muscles, mais sur la manière de conserver ces muscles en bonne santé. On a un chiffre quasiment équivalent, c'était 42 pour indicateur global, là c'est 44%. Là aussi, la part des personnes certaines d'être bien informées est très faible, il est à peine de 5%, et on retrouve ce clivage selon le niveau d'éducation, avec 28 points d'écart entre les personnes diplômées du supérieur et les personnes n'ayant pas de diplôme. C'est classique, dans des questions où l'accès à l'information est malaisé, on a cet effet de diplôme. Autre question de connaissance, mais très, j'ai envie de dire, difficile, directe, puisque c'est une question ouverte. Nous n'avons pas suggéré de réponse. On a demandé à notre échantillon de Français quels sont tous les muscles que vous connaissez, ne serait-ce que de nom. C'est le principe d'une question ouverte. On l'a traité sous forme de nuage de mots. Plus le mot apparaît, en gros, plus il a été cité. On a une diversité des muscles cités, avec une hiérarchie, une majorité à citer les biceps ou les triceps, un quart les abdominaux, mais il y a également beaucoup de muscles qui sont très peu cités. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'à peine une personne sur 10, 11%, cite le muscle du cœur, le muscle cardiaque. Autre question qui relève d'un quiz, la connaissance du nombre de muscles du corps humain. Là également, la question est difficile. À titre personnel, j'aurais donné la mauvaise réponse. On a 3 Français sur 10 qui citent 100 muscles et moins. La bonne réponse, c'est 600. C'est cité par un quart de l'opinion publique. C'est une minorité. C'est un peu plus fort chez les femmes, chez les personnes âgées, chez les urbains. Dans les catégories aisées et diplômées, on retrouve ces clivages socioculturels, mais ça reste minoritaire, quel que soit le segment de population. Si l'on quitte les questions de connaissance, on arrive à l'activité musculaire. Quelle est l'importance perçue du rôle de cette activité dans la santé? Vous voyez, la hiérarchie est claire, avec quand même comme caractéristique un rôle systématiquement important dévolu aux muscles et à l'activité musculaire. Plus des 3 quarts considèrent que ça joue un rôle important pour brûler plus de masse graisseuse ou réduire le risque d'insuffisance cardiaque. Plus des 2 tiers citent la diminution du stress, le renforcement du système immunitaire ou la prévention de l'hypertension. On a là aussi
et on était sur une enquête en ligne, sans enquêteur, avec peut-être une plus grande sincérité des réponses, où il était moins gênant, si je puis dire, de dire qu'on ne savait pas. On a entre un quart et un tiers des Français qui ne font pas le lien, qui ne savent pas sur l'amélioration de la digestion, la diminution des risques de dépression. Une personne sur deux, une petite majorité, associe l'activité musculaire à la prévention des récidives de certains cancers ou du ralentissement de la progression de maladies de Parkinson ou d'Alzheimer. C'est sur la fertilité qu'on a le plus grand nombre qui considèrent que, mais il est minoritaire, que l'activité musculaire ne joue pas un rôle important. Il y a quand même un hiatus assez intéressant. On vient de voir qu'on a un niveau de connaissance optimisable, voire parfois faible, mais au-delà de ce niveau de connaissance, on présuppose quasi systématiquement et majoritairement de l'importance de l'activité musculaire sur la santé. Et d'ailleurs, concernant la santé, quel est l'âge, la notion de perte de muscle à partir duquel on commence à perdre du muscle? Là aussi, le degré de connaissance est faible, mais ça sera sans doute un point zéro et on peut espérer des progrès à l'avenir. Seulement 15% donnent la bonne réponse, le fait de commencer à perdre du muscle entre 25 et 30 ans, et une majorité est plutôt sur une borne 40 ans ou 50 ans et plus. Ce 15%, compte tenu de ce chiffre relativement faible, est minoritaire dans toutes les catégories de population, même chez les jeunes, même chez les diplômés, on ne dépasse jamais 20-25%. Des questions maintenant plus comportementales, la perception de courbature, quel est le ressenti qu'est-ce qui se passe quand on a des courbatures? J'ai envie de dire une vision optimiste l'emporte, puisque presque 7 Français sur 10 considèrent que c'est bon signe, c'est que les muscles ont bien travaillé, 31% c'est que les muscles se sont abîmés. Là, clairement, vous le voyez, on a ce clivage selon les générations, avec le bon signe qui atteint presque 90% chez les plus jeunes et qui touche 6 personnes âgées de 65 ans sur 10 uniquement, mais c'est cette vision qui l'emporte dans toutes les catégories. Autre question comportementale, la fréquence de douleurs ou de blessures musculaires. Est-ce qu'on, au-delà des courbatures, est-ce qu'on a déjà eu des douleurs ou des blessures musculaires? Ça concerne un Français sur deux, le régulièrement et heureusement plutôt faible, à 7%, mais là, on a quand même des ressentis qui touchent plutôt la France active, le salariat, les 35-49 ans, pas d'effet de genre, pas d'effet homme-femme, moins d'effet générationnel à part une intensité plus forte chez les personnes âgées, mais c'est plutôt lié à l'activité professionnelle. En Ile-de-France, on atteint 56%. Toujours dans cette question comportementale, les pratiques de différentes activités physiques. La hiérarchie est claire et les Français déclarent pratiquer toute une série d'activités, mais vous le voyez, quand on regarde l'item le plus important, j'ai envie de dire souvent, il n'est majoritaire que sur une dimension, et encore 51%, ça fait plaisir électoralement, mais c'est faible sur une question comportementale. Marcher 30 minutes par jour, à peine 51%. Éviter l'ascenseur et prendre plutôt les escaliers, beaucoup de campagnes de communication des pouvoirs publics là-dessus, mais 43% sur les privilégiés les déplacements à pied. Donc les stratégies d'évitement ne sont pas majoritaires et sont partagées par 4 personnes sur 10, plutôt des jeunes, plutôt des personnes actives, et 30% seulement sur faire du sport. Seulement 30% en font suivant, et l'adage churchillien no sport, si je puis dire, et concerne 17% des Français, 40% en font même très rarement. Une nouvelle pratique qu'on voit dans d'autres études d'IFOP émerger, notamment dans le milieu urbain, c'est le fait de compter son nombre de pas quotidiens sur sa montre, sur son smartphone. C'est quelque chose, on n'a pas posé la question comme ça par le passé, mais on a vu une vraie progression par rapport à il y a quelques années, notamment la fonction cœur sur l'iPhone. Pour conclure, quelques questions de connaissance. Est-ce que l'on sait que les médecins ont l'autorisation de prescrire de l'activité physique? Ce n'est pas un débat. 3/4 des Français donnent la bonne réponse, même si un tiers des jeunes ne savaient pas que les médecins pouvaient prescrire de l'activité physique. Et puis des questions de cadrage sur l'état de santé général. Comment on évalue son état de santé? Il est bon à 85%, mais la part des Français qui déclarent qu'il est très bon n'est que de 18%. J'ai retrouvé une enquête IFOP de 2006 pour Pfizer. On était à 33% de très bon état. Il y a quand même une décélération de 15 points.
C'est pas le même contexte, c'est pas les mêmes enchaînements de questions, mais ça veut dire quelque chose. Tout ça dans un contexte où, n'oublions pas, la santé, aussi bien personnelle que les questions de santé publique, sont devenues la première préoccupation des Français, et ce depuis 2019, avant même le Covid. Sur cette question, on a une homogénéité générationnelle, mais elle est nuancée par l'intensité. Quand on est en très bonne santé, il y a beaucoup de points d'écart entre les plus jeunes et les plus anciens. L'état de santé musculaire, 85% pour l'état de santé général, 74 pour l'état de santé de ses muscles. Là également, ça reste une nette majorité, mais le sentiment d'avoir un état très bon ne concerne que 13% des personnes. Donc, quand on balaye les résultats de cette étude, on voit clairement à travers toute une série de dimensions spontanées assistées que le niveau de connaissance sur les muscles reste minoritaire dans l'opinion publique. Il est parfois non négligeable, il est parfois élevé dans certaines catégories, les jeunes, les catégories sociales supérieures, les personnes diplômées, mais au-delà de ce niveau d'information plutôt faible qu'il faudra suivre dans le temps, il y a clairement une prise de conscience de l'importance des muscles, de l'activité musculaire sur la santé. Clairement, le lien muscle-santé est fait par les Français. Tout ça quand même dans un contexte de méconnaissance assez générale. Je vous remercie. Alors merci Frédéric Dabi pour ce panorama qui va vraiment alimenter, je pense les débats qui vont avoir lieu tout au long de la journée. On voit qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et à transmettre. Alors, je vous propose maintenant donc de passer à la table ronde proprement dite, hein, et j'appelle donc les experts de cette table ronde numéro 1, muscles, enjeux de santé publique, à venir me rejoindre sur l'estrade et donc à vous asseoir. Alors, je vais faire les présentations, quelques mots. Alors, nous avons avec nous donc la professeure Irène Margaritis. Hein, vous êtes donc chef de l'évaluation des risques sur la nutrition à l'ANSES. Non, ça n'est pas ça. Alors, dites. J'ai le micro ou pas ? Oui, je pense que vous l'avez. Adjointe au directeur d'évaluation des risques, donc un périmètre plus large. J'y étais pendant une quinzaine d'années. Parfait, je n'avais pas des bonnes informations. Mais vous avez rectifié, donc tout va bien. Et je rappelle au public que l'ANSES, c'est l'Agence nationale pour la sécurité sanitaire des aliments. Alors, la professeure Martine Duclos, alors vous êtes endocrinologue et physiologiste et vous êtes responsable du service de médecine du sport au CHU de Clermont-Ferrand. Là, je ne me suis pas trompée, tout va bien. Tout va bien. Et alors, vous êtes aussi présidente de l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité, hein, qui est aussi tout à fait important pour nos débats. Le professeur Serge Uzan, alors, gynécologue et cancérologue, doyen honoraire de la faculté de médecine Sorbonne Université, et vous êtes conseiller auprès de sa présidence. Nous avons avec nous le professeur Raphaël Vial, qui est chef du service de chirurgie orthopédique et réparatrice de l'enfant à l'hôpital Armand Trousseau à Paris. Et enfin, le professeur Raphaël Gaillard. Alors, vous êtes professeur de psychiatrie et responsable du pôle universitaire à l'hôpital Sainte-Anne. Voilà, nos experts sont avec nous. Et je vais poser donc une première question à vous, professeur Margaritis, pour entamer nos débats. Comment on pourrait donc définir cette fameuse activité physique ? Est-ce que c'est de l'exercice ? Est-ce que c'est du sport ? Et est-ce qu'il faut le définir peut-être à contrario avec la sédentarité ? Dites-nous en plus, s'il vous plaît. Alors, très classiquement, merci. Très classiquement, on définit l'activité physique comme, je dirais, la mobilisation justement des muscles squelettiques, muscles striés squelettiques, effecteurs qui vont créer du mouvement. Donc, en cela, le muscle est central. On définit l'activité physique comme un mouvement qui va être créé et qui va générer une dépense énergétique au-delà du métabolisme de repos. Donc là, on parle d'une activité physique. Et par ailleurs, on va considérer aussi ce qu'on appelle la sédentarité, en termes de durée, non pas en termes d'état, enfin on y reviendra peut-être après, considérant que la sédentarité correspond à un état d'activité physique très faible, avec un niveau métabolique qui est plutôt bas.
Voilà, je ne vais pas donner de chiffres en équivalent métabolique, c'est pas forcément nécessaire, mais ce qu'il faut. Mais peut-être un exemple. Alors un exemple d'activité sédentaire. physique, c'est je marche à allure à laquelle je m'essouffle un petit peu, c'est déjà de l'activité physique. Je monte les escaliers, c'est de l'activité physique. J'ai un temps de sédentarité, je regarde la télé. Voilà. Donc ça, oui, c'est un temps de sédentarité. Et je tiens à différencier les deux parce que, en termes d'évaluation des risques, on n'évalue pas les risques de la même façon quand on regarde l'inactivité physique et la sédentarité. Donc nous faisons de l'évaluation des risques. Sans entrer trop dans les détails non plus, mais il faut parler aussi de ce qui est un danger et un risque dans notre métier. Le danger, c'est ce qui peut arriver, et le risque, c'est la probabilité pour que ça arrive. Et pour calculer un risque, on croise le danger et l'exposition. Et typiquement, dans le cas de l'activité physique, on va regarder en creux, donc on va regarder le risque qui est lié à l'inactivité physique. Donc le regard que l'on porte là-dessus, c'est pas forcément le bénéfice qui est lié à l'activité physique, mais c'est le risque qui est lié au fait de ne pas la pratiquer. Et ça, c'est une évolution du paradigme qui est relativement récente, je dirais récente en décennies, mais relativement récente, puisque historiquement, puisqu'on parle de santé publique et d'activité physique, historiquement, quand même, l'activité physique a été très longtemps le parent pauvre de l'évaluation des risques et de la santé publique. Une petite anecdote, moi quand je suis arrivée à ce qu'était l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en 2006, donc je venais du monde de l'activité physique, puisque je suis physiologiste de l'exercice typiquement, et j'étais très étonnée du fait qu'on ne parlait pas du tout d'activité physique. On me dit ah non mais enfin tu n'y penses pas, on n'a pas d'experts là-dessus, c'est pas notre culture. Et il a fallu quelques années, une dizaine d'années, pour faire rentrer dans l'évaluation des risques la question de l'activité physique en termes de bénéfices et en creux de risque. Ça n'était traité que d'un point de vue santé-travail, troubles musculo-squelettiques, donc qui était une question un peu différente et qui ne relève pas de la prévention directement, prévention primaire. Donc quand on parle de danger, nous on a très bien identifié le fait que, donc on a commencé à travailler là-dessus à partir d'une saisine de la Direction générale de la santé en 2012 dans le cadre du PNNS, qui nous avait saisi sur la révision des repères en activité physique et donc en sédentarité, saisine de 2012 qui comprenait notamment la partie alimentaire essentiellement et puis un petit paragraphe sur l'activité physique, et on a décidé à l'ANSES de donner la même part à l'évaluation des risques liés à l'inactivité physique et à la sédentarité et à l'alimentation. Et donc ces premiers travaux ont généré un premier rapport en 2015, après lequel on a travaillé sur les dangers liés au confinement avant de savoir ce qui allait se passer, et sur l'exposition des enfants et des adolescents, donc justement combien sont-ils, que se passe-t-il, et qu'est-ce qu'ils risquent, donc enfants, adolescents et adultes. Très bien, de toute façon, on va revenir sur plusieurs points de votre intervention qui est tout à fait intéressante. Je retiens qu'il y a quand même un vrai motif d'espoir, puisque on a changé de paradigme, vous l'avez dit, et aujourd'hui c'est quand même pris de façon plus intéressante. Alors, je vais donner la parole au professeur Uzan. Ce qui serait intéressant, je pense, pour l'auditoire, c'est qu'on puisse savoir des informations sur le mode d'action de cette activité physique. Alors, il faut savoir que dès qu'on annonce à une patiente ou un patient un diagnostic de cancer, outre le fait qu'en général on lui fait tomber le plafond sur la tête, on sent que les gens changent de catégorie dans leur esprit à ce moment-là. Et toute la première partie de notre prise en charge va être de leur expliquer que très souvent il n'y a rien de changé, qu'en plus aujourd'hui on a des résultats. Enfin, il faut quand même dire que par exemple pour le cancer du sein, on a 85% de situations où on oublie définitivement après le traitement la maladie et son éventuel retour. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop le terme
qu'utilisent les anglo-saxons de cancer survivor, ce qui est complètement ridicule, alors qu'on va enquiquiner 85% des patients qui, eux, n'entendront plus jamais parler de la maladie. Bon. Vous dites rémission quand même. Comment? Vous dites rémission. Non. Je ne dis jamais. Ah non, non, j'explique la différence. C'est intéressant. J'ai écouté, il y a 85% de guérison, donc je ne vais pas essayer de vous vendre une majorité, une minorité sous le nom d'un vrai futur pour vous. Hein. Il y a des rémissions, dans des situations, bien sûr, tous les cancers ne sont pas les mêmes, etc. Mais je crois qu'il faut parler clairement, et de toute façon, je reste partisan de décisions partagées. Et aussi bien sur le traitement, hein. Après tout, un patient a le droit de dire telle partie du traitement, je n'en veux pas, etc. Donc, dans la décision partagée, il va falloir partager un certain nombre d'espoirs. Et parmi ces espoirs, il y a l'activité physique, et il y a par exemple, puisque ma spécialité c'est essentiellement le cancer du sein, chez les jeunes femmes, je commence à évoquer à quel moment on pourra envisager une grossesse. Et les gens me disent, attendez, je crois que c'était pas mon problème, là je suis venu parce que j'ai un cancer. Je dis oui, non mais le cancer c'est mon problème, la grossesse ce sera votre avenir. Il faut donc parler aux gens de projet de vie et non pas de projet de survie. Et l'activité physique en fait clairement partie. Alors il faut la motiver, il faut l'expliciter, il faut surtout expliquer que c'est un cercle vicieux. Voilà la réponse à votre question sur le plan macroscopique. Oui. Sur le plan moléculaire, c'est une action sur des facteurs de croissance des cellules tumorales qui ont été prouvés, qui sont démontrés, les estrogènes, l'insuline, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans ce détail. Par contre, de dire, il faut essayer de ne pas mettre le doigt dans ce cercle vicieux qui fait qu'on va spontanément réduire son activité. C'est le cas de 50% des patients atteints de cancer. Et donc, de petit à petit, être moins en forme, plus percevoir les petites douleurs dont parlait M. Daby, les courbatures, etc. Une courbature devient une douleur peut-être inquiétante dans ce cas-là, alors qu'elle doit rester au stade de courbature. Donc il faut motiver, expliciter et s'orienter tranquillement vers cet effet positif attendu. Alors on va peut-être avec vous détailler un petit peu donc ces fameux bénéfices de l'activité physique. Alors on peut parler des personnes qui relèvent du cancer du sein ou d'autres cancers. Très concrètement, ça apporte quoi? Alors, il s'avère qu'aujourd'hui, il y a une façon, vous savez, on dit qu'on fait une médecine des 5 P, prédiction, prévention, etc. Mais il y a le mot preuve qui est important. C'est-à-dire d'avoir des bases scientifiques établies pour démontrer l'intérêt, par exemple, de l'activité physique dans beaucoup de cancers. Alors, il y a 3 cancers qui sont particulièrement intéressés par la question, si j'ose dire. C'est le cancer du sein, le cancer colorectal et le cancer de la prostate. Mais une fois qu'on a cité ça, vous voyez qu'on a cité quand même beaucoup de cancers. Alors, nous avons, à Sorbonne Université, en particulier à la Pitié, une plateforme d'évaluation et de gestion des risques de cancer et des risques évolutifs après traitement d'un cancer. Oui. Et parmi les algorithmes utilisés, beaucoup, tous même aujourd'hui, utilisent le facteur activité physique et on peut démontrer de façon claire et je dirais algorithmique, pour être au goût du jour, qu'il y a un avantage qui peut se chiffrer à 20%, grosso modo, de risque de cancer évité par l'activité physique et à 20 ou 30% de risque de récidive, de métastase et d'évolution défavorable. Mais ça, quand on le calcule, qu'on l'établit avec un questionnaire qui est aussi détaillé que celui de M. Daby, ce sont des consultations qui durent une demi-heure, 3/4 d'heure. Ensuite, on établit un score et on voit comment on peut agir là-dessus. Donc les plans qu'on propose aux patients sont des plans motivés, évalués et qui correspondent à une réalité qu'on peut leur proposer. Oui, donc c'est vraiment fondé sur l'épreuve. Alors, quand vous avez vos patients en face de vous, qu'est-ce que vous leur recommandez de façon très Alors, classique?
Il y a deux façons. Il y a une première façon, c'est de dire, et alors il faut faire du sport, et le recommander si je compte le nombre d'échecs que moi-même j'ai opposés aux gens qui essayaient de me faire faire du sport. Je ne me prends pas pour Churchill, mais quand même, qui était un grand sportif, ne l'oublions pas. Absolument. Absolument. Hein. Et donc, j'ai beaucoup été jaloux de Claudie Aigneret qui disait que dans l'espace, on se sentait léger. Brusquement, j'ai rêvé d'aller aussi dans l'espace, mais je crois que ça va être compliqué. Toujours est-il qu'il faut absolument expliciter aux gens ce qu'ils peuvent attendre de ça. Ça ne doit pas être une simple recommandation. Aujourd'hui, il va falloir affaire à des spécialistes de l'activité physique. Alors, il faut voir que les soins de support sont devenus essentiels en cancérologie. Et il est probable, là je me tourne vers Madame Thienot-Herman, que les soins de support, avec l'aide de fondations, par exemple, vont devenir de plus en plus essentiels. Vous voyez que je ne perds pas une minute pour absolument tirer profit d'une réunion comme celle-là. Non, c'est très important. Il faut que ce soit fait par des gens professionnels et que ce soit adapté. Alors, il ne faut pas forcer les gens. Une fois, on a eu une petite discussion avec Raphaël Gaillard qui me disait ça peut être de la maltraitance que de faire. C'est vrai que moi, si brusquement vous me faites faire du sport de haut niveau, c'est clairement de la maltraitance. Mais il faut évaluer, trouver le bon moment, la bonne façon. Et puis, il faut aussi tenir compte, malheureusement, des moyens des équipes et des moyens des gens. Mais fait de cette façon, je pense qu'il faut savoir en plus le réévaluer, dire que ça n'est pas urgent immédiatement, choisir des moments. Il est évident que la mise en route d'une chimiothérapie systémique n'est pas le bon moment pour démarrer une activité. Donc, mais l'important, c'est d'avoir un projet de vie, je le répète, et non pas un protocole de survie. Ça, c'est épouvantable. Il faut rassurer les patients. C'est pas rassurer, c'est dire la vérité pour beaucoup d'entre eux. Hein. Je vous rappelle que là aussi, enfin, on a tous des exemples de gens qui, avec des métastases d'un cancer de la prostate, ont pu avoir une activité assez importante pendant 14 ans de leur vie. Hein. Bon, donc, il faut avoir un projet de vie. D'accord, donc c'est ce que vous discutez avec chacun d'entre eux. Et la décision partagée qui reste essentielle dans tous ces domaines. Maintenant, si les gens n'ont pas envie, il ne faut pas non plus. Vous ne pouvez pas les forcer de toute façon, et puis, socialement, etc. Mais ce qui m'embête beaucoup, c'est quand les gens s'extraient de leur milieu professionnel, social. J'allais toutes les semaines faire du jogging avec des amis, et là maintenant, je ne le fais pas, etc. Ça, c'est quelque chose vers quoi il faut aller, mais c'est pas aussi nécessaire de faire état de sa maladie. Là, je dérive un peu, mais on peut très bien, personne ne vous oblige à déclarer. Moi, j'ai déjà eu des patients qui m'ont demandé, est-ce que je dois déclarer que j'ai un cancer? Je dis non. Pour un immeuble, je dis pas, n'hésitez pas à le déclarer, mais votre maladie, elle est à vous et vous en faites ce que vous voulez, y compris parfois de la traiter un peu par le mépris. Oui, d'accord, je vois très bien. Alors, si on postule que finalement, chaque patient, dans l'idéal, bien entendu, doit être acteur de son propre traitement. Alors, qu'est-ce que vous, thérapeute, vous pouvez leur proposer finalement pour leur donner envie? Ça revient un peu à ce que vous avez dit, mais c'est vrai que j'insiste un peu parce que c'est tellement important. Par exemple, quelqu'un qui est très fatigué, qui se sent fatigué aussi psychiquement parce que la personne a peur de son cancer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il faut surtout pas culpabiliser les gens. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est très important. Deuxièmement, que le patient soit acteur de sa santé, c'est absolument évident. Et c'est tellement évident que notre université a été la première à développer, depuis maintenant 9 ans, une université des patients, où des patients qui ont été traités pour cancer deviennent, après une formation diplômante officielle, deviennent accompagnateurs de patients, d'autres patients dans des domaines, soit de la cancérologie, soit d'autres. Donc je pense qu'il faut parfois se dire que sa vulnérabilité
Et ici, je crois que les gens qui ont connu des problèmes familiaux, des problèmes eux-mêmes de vulnérabilité, eh bien, ils peuvent en faire une force qui est la meilleure façon de répondre à la maladie. Et donc, c'est ce dialogue commun. C'est pour ça que j'insiste pour dire que je n'ai pas peur de ChatGPT pour demain. Franchement, il faut rester. On sera aidé par l'intelligence artificielle, et ça, j'en suis un défenseur, puisque c'est moi qui ai ce domaine de l'IA à l'ordre des médecins. Elle va nous aider, mais elle ne sera sûrement pas là pour nous inquiéter. Bon, très bien. Et je reste optimiste. De toute façon, vous savez, je ne sais plus qui avait dit, j'ai prévu d'être immortel, et jusque-là, mon plan a l'air de fonctionner. C'est très joli, c'est très joli. Alors, professeur Martine Duclos, alors je voudrais évoquer avec vous, on va reprendre un petit peu de recul et être un peu général. Force musculaire, comment c'est un facteur prédictif d'une bonne ou d'une mauvaise santé? Alors en fait, il y a, merci, il y a deux méta-analyses. Bon. Ah, on va y arriver, rassurez-vous. Donc il y a deux méta-analyses récentes qui montrent que quand on compare, qui sont réalisées sur des cohortes prospectives, que quand on compare les gens qui ont la force musculaire la plus importante versus ceux qui ont la force musculaire la plus faible, eh bien la force musculaire est vraiment un facteur prédictif de mortalité globale et de risque de développement de maladies cardiovasculaires. Alors je m'explique. Bon, déjà les méta-analyses, alors je suis désolé pour ceux qui savent de quoi je parle, les méta-analyses en fait c'est de garder pour l'analyse statistique les études qui ont été faites bien sûr sur la même thématique et qui ont toutes un excellent niveau d'analyse statistique. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre une étude qui a été faite sur 40 ou 100 sujets, on garde toutes les études qui ont été faites sur le même sujet, ce qui permet d'avoir un grand nombre de sujets. Donc là les méta-analyses en question, c'est 40 000 sujets. Donc on a 40 000 sujets qui ont été suivis à un temps zéro et qui ont été suivis pendant en moyenne 8 à 10 ans et on a suivi chez ces sujets la mortalité. Alors mettons 10-20%. Au temps zéro, ils sont très très bien phénotypés, donc on a l'âge, le poids, l'indice de masse corporelle, le tour de taille, le niveau d'activité physique, tout ce qu'on peut imaginer comme caractère. Et puis on va voir, et on a mesuré la force musculaire. Là, la force musculaire a été mesurée par quelque chose qui peut être fait dans des grandes populations, c'est la force de préhension de l'avant-bras. Donc on a un dynamomètre, en fait on demande aux gens de serrer le plus fort possible la main. Et donc c'est la force en fait de l'avant-bras. Donc, ça mesure en fait donc la force de préhension de l'avant-bras. On le fait au bras droit, au bras gauche, suivant le fait qu'on soit droitier ou gaucher. Et en fait, donc, ils ont mesuré donc la mortalité. Après, on met tout au même niveau. Donc, on analyse au même niveau l'âge, l'indice de masse corporelle, les facteurs de risque, et on mesure juste le fait, qu'est-ce que ça fait d'avoir une force musculaire importante versus la force musculaire la plus basse. Eh bien, ceux qui ont la force musculaire la plus basse ont, dans le suivi, 1,8 fois plus de risque de mourir sur les 10 ans par rapport à ceux qui avaient la force musculaire la plus élevée. Et ça, c'est la mortalité globale, donc tous causes confondues. 2,4 fois plus de risque de mourir d'un cancer. Et 1,6 fois plus de risque de mourir d'une maladie cardiovasculaire, qui sont les deux principales causes de maladie. Donc simplement cette mesure, cette force qu'on a au niveau de l'avant-bras, qui est d'ailleurs pas la meilleure mesure de la force musculaire, le mieux ce serait de mesurer la force de la cuisse, mais ça nécessite des ergomètres, des méthodes de mesure qu'on ne peut pas avoir partout. Donc voilà, alors pourquoi? Parce qu'en fait cette force musculaire qu'on mesure objectivement, c'est pas un questionnaire, c'est ça qui est très intéressant, c'est que ça dépend pas du ressenti de la personne. Oui, c'est pas du déclaratif. C'est pas du déclaratif parce que c'est toujours sujet à des biais. Eh bien, cette force musculaire, d'abord, ça dépend bien sûr de la masse musculaire, première chose. Et cette force musculaire, en fait, eh bien, on sait que plus on a de masse musculaire, eh bien, le muscle, c'est lui qui consomme le glucose, c'est lui qui consomme les graisses. C'est aussi un reflet de la quantité d'acides aminés que vous avez de protéines. Il y a deux tissus qui stockent les protéines, c'est le muscle et puis l'os.
Et les protéines, c'est le constituant de tout, de nos enzymes, de nos tissus. C'est les briques. Voilà, c'est les briques, c'est les enzymes aussi, ces petites usines métaboliques. Et on sait aussi que quand on a un déficit en protéines, eh bien, d'abord on a une dénutrition, c'est qu'on a une mauvaise maladie, c'est qu'on a une mauvaise santé, mais c'est aussi que c'est corrélé aussi à une micro-inflammation, c'est corrélé à des troubles de l'immunité, c'est corrélé à des troubles du métabolisme. Donc c'est corrélé aussi au vieillissement, c'est typiquement un marqueur du vieillissement, de dysfonction métabolique, donc ça veut dire, bref, la santé, elle n'est pas très bonne. Donc tout ça, c'est complètement corrélé en fait à un état de santé qui n'est pas bon. Alors, il y a 2 éléments qu'il faut retenir de ça. La première chose, c'est que, en fait, on a un marqueur très simple, prédictif, de sujet à risque de mortalité précoce. Oui. Et c'est un marqueur, et on le sait, on a la même chose pour la capacité en endurance. C'est un marqueur puissant de risque de mortalité précoce ou de développer des maladies chroniques. Vous voulez dire l'endurance ? L'endurance, Ouais. l'endurance, la capacité en endurance, le fait typiquement, c'est quand on vous demande de marcher pendant 6 minutes le plus vite possible, on sait que ça, c'est un facteur prédictif. La distance que vous êtes capable de parcourir, que vous soyez en bonne santé ou que vous soyez malade, c'est un facteur prédictif de mortalité. D'accord. C'est le premier facteur prédictif de mortalité, avant l'indice de masse corporelle, avant la pression artérielle, avant le cholestérol. Eh bien, même chose, la force musculaire, c'est un indice précoce de mortalité. Alors, par exemple, évidemment, il faut faire des bilans, mais voilà, c'est quelque chose que devraient faire les médecins. Et là, on dépiste des gens qui sont à risque. Et la deuxième chose, l'intérêt, c'est qu'on a un traitement. C'est-à-dire que si on a quelqu'un qui a une force musculaire basse, eh bien, le traitement, c'est le renforcement musculaire. Alors, rassurez-vous, je ne demande pas d'aller dans une salle, de porter des grosses masses et de faire... Non, on a des protocoles de renforcement musculaire, ça marche même à 80 ans. Et donc, on a des renforcements musculaires. D'abord, on peut le faire avec le poids du corps, simplement ça, des petites bouteilles d'eau. Puis après, c'est pareil, comme le disait le professeur Usan, j'en parlerai tout à l'heure, mais quelle est la force de la personne? On adapte, on donne à des professionnels. C'est ça. Et ça marche. Et on sait que si on augmente cette force de l'avant-bras de 5 kg, on diminue la mortalité de 70%. Voilà. Ouais, c'est énorme. Ouais. Donc voilà, c'est les 2 messages, c'est des messages extrêmement simples, mais c'est des messages que ne connaissent pas les gens, et malheureusement, je parle pour mon propre milieu, que ne connaissent absolument pas les médecins. Oui, c'est ça qui est vraiment frappant, c'est absolument passionnant, parce que en fait, on en entend très très peu parler. Vous diriez que par rapport... c'est en train quand même de monter en puissance, cette information, ou dites-nous, je vais avoir un fond d'optimisme. Ça commence un petit peu à monter en puissance. On est beaucoup de collègues parmi qui sont ici présents, avec le professeur François Carré et le professeur Bigard et le professeur Lecoq. Ça fait 30 ans qu'on se bat pour ça, si vous voulez. Donc voilà, on a avancé 2 pas. Ouais. Mais il reste des kilomètres et des kilomètres à parcourir. Le problème, c'est que c'est pas dans la formation des médecins. Déjà qu'il faudrait que ça commence par là, et ça, c'est extrêmement compliqué pour que ça rentre dans la formation initiale et pas dans la formation continue. Et puis, il n'y a pas que les médecins qui doivent être informés. Il y a tous les professionnels de santé, les infirmières, les pharmaciens, les aides-soignantes. Si les aides-soignantes savaient simplement que leur boulot, c'est pas seulement de mettre un malade du lit au fauteuil, puis de leur laver le visage et les bras. Non, si simplement quand elles les mettent au fauteuil, elles leur faisaient faire quelques pas aux patients, ou les balader au bout du couloir, on leur laissait le temps pour aller les balader au bout du couloir 1 fois par jour, et on les remettait au fauteuil, on les ferait marcher, on ferait travailler leurs muscles, et on diminuerait peut-être aussi le temps d'hospitalisation. Il y a plein de choses. Ça veut dire que derrière ça, il y a une formation à la fois des aides-soignantes, des cadres, des directeurs d'hôpitaux. Et ça, on n'a pas ces formations-là. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire comme économie? Donc le maître mot, c'est, au lieu d'être dans le traitement, c'est dans la prévention. Mais on n'a pas du tout cette politique de on est dans le curatif et pas dans la prévention. Ouais, c'est un message qui est très important. Et en fait, muscle égale prévention. C'est un mot qu'on n'a pas encore employé, mais on a parlé muscle maladie, mais muscle égale prévention. Muscle égale santé, mais muscle égale prévention. On va l'évoquer à plusieurs reprises, je pense, dans la journée. Mais effectivement, c'est vraiment un message important, et on voit que ça concerne quand même beaucoup de professionnels et le public. Alors, je voudrais voir avec vous, professeur Vial, on va parler des enfants. Alors, est-ce que votre micro marche? Je l'espère. Donc, alors, quand on est enfant, on grandit, on est en croissance, et donc c'est le squelette et les muscles, les deux. Donc, dites-nous un peu comment on peut bien se développer avec l'activité physique. Est-ce qu'il faut faire très très jeune tous les sports? Dites-nous en plus. Alors merci pour ces différents points qui sont effectivement importants.
Donc avant d'accéder à l'immortalité, on est en croissance. Et effectivement, ici, on est peut-être tous immortels, mais on ne grandit plus. Et souvenez-vous, ce moment où on prenait 6 à 7 cm par an, et puis même parfois à l'adolescence, on va prendre 10 à 12 cm par an. Et en fait, contrairement à ce que l'on pense, on ne grandit pas par les muscles, on grandit par le squelette. Et c'est pour ça que j'étais très, très heureux d'entendre notre ancienne ministre et spationaute et collègue rhumatologue ne pas dissocier le muscle du squelette. Donc c'est vraiment un appareil musculo-squelettique qui est d'abord squelettique. Le squelette, c'est l'échafaudage de Notre-Dame du corps humain. Et sur cet échafaudage vont s'appliquer les muscles. C'est ces muscles qui vont nous faire bouger. Et c'est ces muscles qui vont s'allonger, mais secondairement. Et donc la croissance est un phénomène qui est très curieux, où on voit ces enfants petits, puis ensuite des préadolescents et des adolescents qui prennent des centimètres et des centimètres, et qui sont de plus en plus fins, de plus en plus longilignes. Et en fait, les muscles n'arrivent que bien plus tard, parfois 2-3 ans plus tard. Et donc ces enfants longilignes, et on parlera peut-être aussi des enfants qui sont en surpoids, ces enfants longilignes sont souvent douloureux. Quand on les examine, ils sont raides, parce qu'en fait, ils se sont allongés et les muscles n'ont pas obtenu les longueurs et les qualités suffisantes. Et c'est pour ça que nous, on est vraiment, et je rebondis sur votre conclusion, on est vraiment dans la prévention, parce qu'en pédiatrie, on fait beaucoup de prévention, alors à l'égard des parents et puis même à l'égard des enfants, en leur disant, voilà, c'est important, tu grandis, c'est important que tu développes tes muscles, pour qu'autour de ton squelette qui grandit, il puisse y avoir tout ce qu'il faut pour bouger, pour être souple, pour ne pas se déformer, et pour ne pas être douloureux. Donc on a vraiment cette attitude très prosélyte d'aller proposer des activités physiques, y compris à des enfants qui sont en classe primaire, il n'y a aucun problème là-dessus. Pour vous donner un petit ordre de grandeur, nos collègues de l'Académie américaine d'orthopédie ont proposé quelque chose qui semble assez juste en pratique quotidienne, qu'un enfant puisse faire 1 heure par semaine qu'il a d'année d'âge. C'est-à-dire qu'un enfant de 11 ans peut faire, en 6e, 11 heures d'activité physique par semaine, sans qu'on soit ni dans la maltraitance, ni dans les excès que l'on a pu voir sur certaines pratiques sportives, notamment dans certains pays, avec des compétitions par exemple. Donc 11 heures d'activité par semaine, c'est énorme. Le sport scolaire souvent prend 3 à 4 heures. C'est plutôt un sport découverte, c'est une éducation un petit peu à la fois sociale et physique, mais sans doute aussi sociale. Moi je pense que le meilleur réseau social, c'est le club sportif, parce que on se fait les relations, on peut se filmer, on peut renvoyer sur TikTok après ce qu'on a fait, mais il y a quand même une interaction réelle et il y a une activité physique autour. Et c'est beaucoup moins sédentaire, évidemment, que le pur réseau social tel qu'on le pratique aujourd'hui. Voilà, donc nous, en pathologie, bien sûr, on va inciter tous les enfants, tous les adolescents qui sont traités, quelle que soit leur pathologie, à avoir une activité physique adaptée ou non. Mais on est beaucoup dans la prévention, on voit beaucoup d'enfants, en tout cas en orthopédie dans mon domaine, qui se plaignent de peu de choses, qui viennent plutôt pour des consultations un petit peu fonctionnelles. Et à chaque fois, ce questionnement sur l'activité physique est important. Et on n'est jamais assez sur l'activité physique. Et nous, on en rajoute toujours. Et on ne refuse jamais les certificats. Et il n'y a jamais de dispense sportive, en tout cas dans les consultations où je travaille. Alors, il y a un facteur, on le sait bien, quand on est enfant, et puis peut-être encore plus quand on est adolescent, il y a le facteur du groupe. Je crois que vous insistez aussi sur l'idée qu'il faut avoir une stratégie, si on veut que les enfants fassent du sport, qu'il faut avoir une stratégie de groupe. Il faut avoir une stratégie qui s'adapte à la difficulté. Et parfois, la difficulté est grande. On a des enfants non sportifs avec des parents non sportifs, parfois obèses. Personne ne fait de sport autour d'eux. Donc la stratégie de groupe, en fait, c'est une stratégie d'encerclement. C'est-à-dire qu'il faut trouver autour de l'enfant non sportif des gens qui en font, des gens qui aiment ça. Donc ça peut être les copains, les copines, les cousins, les cousines. Quand évidemment il y a déjà des frères et sœurs qui sont embarqués dans des activités physiques, c'est beaucoup plus facile. Mais clairement, on a parfois devant nous des murs d'incompréhension, et puis c'est quand même très fatigant au départ de se mettre à une activité physique lorsqu'on n'en fait pas. Oui. Sans parler des enfants, encore une fois, qui post-Covid ont un surpoids, et Béatrice Duberne qui en parlera tout à l'heure 1000 fois mieux que moi. Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment que ce soit un engagement collectif. Alors le sport scolaire, j'y crois. Oui. Encore une fois, il faut que les moyens soient donnés aux enseignants, d'avoir les structures et d'avoir le temps nécessaire. Mais je pense que ça n'est rien d'autre qu'un pied dans la porte. C'est-à-dire que ce sport scolaire n'est pas suffisant. Et de toute façon, avec les années, il va se réduire, puisque quand vous passez au lycée, il n'y en a plus que 2 heures. Et quand vous êtes ensuite à la fac, personne ne va venir vous chercher de façon obligatoire. Donc il faut que cette éducation commence très tôt, dès les classes primaires. Et encore une fois, ne pas fixer de limites. Si un enfant fait 3 ou 4 ou 5 sports dans la semaine, de mon point de vue,
il n'y a pas de problème. Après, il va quand même falloir qu'il s'oriente vers une activité qui lui sera plus favorable et plus agréable, et faire le focus vraiment à ce moment-là sur ça. Vous disiez aussi qu'on peut pratiquer tous les sports, il n'y a absolument rien d'interdit quand on est un enfant. Alors on est en France, donc rien n'est interdit. Non, très peu de sports sont mauvais, on va dire. D'ailleurs, on pourrait même pas les citer tellement ils sont excessifs. Et voilà, bon, évidemment, la musculation, porter du poids chez un gamin qui n'a pas fini de grandir, ça reste quand même parfois excessif. Et d'ailleurs, ils se font mal tout de suite. Et généralement, ils arrêtent sans pour autant s'être vraiment abîmés. Voilà. Les sports collectifs, les sports individuels, c'est très fonction du profil psychologique des enfants. Oui. Certains gamins préfèrent simplement un sport de contact avec un enjeu physique, et puis d'autres sont beaucoup plus dans le collectif. D'accord. Bon, c'est tout à fait intéressant. Alors, on va élargir le propos, parler aussi des adultes avec vous, professeur Raphaël Gaillard. Alors, donc, il y a une chose qui est très importante, c'est de faire le lien entre le cerveau et les muscles. En interaction assez subtile. Est-ce que vous pouvez développer ce point ? Oui, volontiers. Alors je m'inquiète un peu depuis le début de cette table ronde parce que je me demande ce qu'un psy fait dans cette table ronde. Donc j'envoie des messages à Fabrice Chrétien et Anne-Marie Armenteras inquiets. C'est un peu comme si vous aviez invité Woody Allen, qui vous dirait d'ailleurs que le cerveau est son deuxième organe préféré. Mais je ne suis pas sûr que le premier soit le muscle. Alors cela étant, je pense qu'on peut dire des choses en tant que psychiatre de l'activité physique, et que c'est même important d'en parler, et de situer un peu mieux le rapport à l'activité physique des êtres humains. Oui. Et je crois que c'est bien pour ça de partir aux origines de l'humanité, et de se rappeler que nous ne nous appelons pas sapiens pour rien. C'est-à-dire que notre espèce, les sapiens que nous sommes, avons fait un choix qui est de tout miser sur notre cerveau. Il y a 300 000, 500 000 années à peu près, avec la maîtrise du feu, beaucoup de choses ont changé. Dans ces choses, les apports énergétiques ont complètement changé par les bénéfices de la cuisson. Ce qui nous a permis de reléguer notre système digestif, dit deuxième cerveau, à une place bien moins importante que celle qu'il avait, ce qui nous a libéré du temps pour faire d'autres choses, ce qui a amené à toutes sortes de changements, et puis ce qui a amené parmi ces changements un changement majeur qui est la croissance de notre cerveau. Et il a cru de façon spectaculaire, notre cerveau. Chez l'Homo habilis, il était de 600 cm3, chez le sapiens, il est de 1350 cm3. C'est tellement majeur d'ailleurs que ça nous pose des problèmes. Parmi ces problèmes, il y a le fait, alors l'obstétricien est parti, mais c'est que nous devons naître prématurés, nous naissons tous prématurés. Et c'est une drôle de condition pour les êtres humains que de naître prématurés, mais c'est une nécessité. Alors c'est pas que la question d'ailleurs de la taille du bassin, c'est plus des questions de besoins énergétiques qui sont majeurs, mais les besoins énergétiques, on revient aux besoins énergétiques du cerveau, parce que cet organe, il est tellement majeur qu'il consomme une énergie folle. Oui, c'est 20%. Oui, c'est 2% de notre poids, 20% de l'énergie consommée. Et ça nous amène à naître prématurés, et vous voyez bien la différence avec toutes les autres espèces, ou n'importe quelle espèce. Dans n'importe quelle espèce, le petit marche au bout de quelques heures, et nous, c'est 2 ans. Oui. Donc c'est un état de complète dépendance, et vous savez bien que chez le sapiens, ce qui vient nous achever, si toutefois on est achevé un jour, c'est la culture. C'est ce qui change dans notre espèce, en fait. C'est que ce qui nous est transmis et ce qui vient compléter, ou en tout cas former l'être humain, c'est ce qui vient après la naissance, c'est la culture. Et donc on a tout misé sur le cerveau, vraiment tout misé sur le cerveau, à tel point d'ailleurs qu'aujourd'hui, dans les progrès technologiques, on mise encore plus sur le cerveau.
Et donc cet Homo sapiens, il devient sapiens sapiens, numericus pour certains. Et tout ça, c'est dans la direction de la sédentarisation encore plus que. Oui, c'est-à-dire que ça nous fait peut-être un peu oublier nos muscles, en fait. Ben oui, avec un risque majeur. Alors c'était déjà le cas quand on s'est sédentarisé et qu'on est passé de chasseurs-cueilleurs au néolithique, à d'autres pratiques. Mais évidemment, ça a atteint des proportions incroyables quand on a été vissé sur nos canapés avec le monde à portée de télécommande devant nos télévisions. Plus encore maintenant aujourd'hui avec les médias sociaux où il n'est plus besoin de sortir pour fréquenter ses amis, où on peut voyager en réalité virtuelle ou augmentée. Bref, on fait le choix encore et toujours du cerveau. Et d'ailleurs même, vous le savez, on fait même le choix de nous hybrider avec la technologie. Oui. Quelques projets sont comme ça. Ouais. Et c'est pas de la science-fiction. Il n'y a qu'à voir notre rapport à notre téléphone dit intelligent pour voir que nous sommes hybridés. Enfin, moi, j'ai pas pu m'empêcher d'envoyer des messages à Fabrice Chrétien pendant cette table ronde. Donc, manifestement, je ne m'en passe pas du téléphone, pas de Fabrice Chrétien. Et puis, vous savez que Elon Musk fait de ces grands combats avec Neuralink. Pour lui, le seul espoir de rivalité avec l'intelligence artificielle, notre hybridation cerveau-machine, et il vient d'obtenir de la FDA l'accord pour tester ses puces chez l'être humain. Mais je crois que fondamentalement, il faut qu'on pense qu'en misant tout sur le cerveau, on est dans une position très particulière, qui est une position prométhéenne, dans le rapport à la technologie. Alors d'ailleurs, j'ai parlé du feu, mais c'est avec Prométhée, c'était ça, c'était compléter cette espèce de chose très fragile qu'est l'homme, qui n'a pas de griffes, qui n'a pas de crocs, qui n'a pas de pelage, qui est impotent d'une façon générale, par le feu, en le volant aux dieux. Et le feu, c'était la technologie, et l'homme a un rapport à la technologie qui est un rapport très particulier. Un philosophe, Günther Anders, parlait de honte prométhéenne. La honte prométhéenne, c'est le constat de l'homme devant sa finitude au regard du pouvoir infini de ce qu'il a créé, la technologie. C'est une version augmentée de Pygmalion et Galatée. C'est vraiment l'idée que ce que l'homme lui-même a créé, c'est incroyablement puissant et lui est ridicule à côté de ce qu'il a créé. Et la réponse, selon Anders, à la honte prométhéenne, c'est un fantasme de fusion avec la technologie. Ah oui, on est complètement effectivement, avec Musk, on est complètement là-dedans. Je voudrais revenir... mais je vais y venir aux muscles, je vais y venir aux muscles, parce que... non, mais j'en suis sûr. Je vais y venir aux muscles, mais d'abord, c'est que les psychiatres sont bavards, mais il fallait faire ce détour pour comprendre pourquoi on oublie le muscle. C'est parce que à s'absorber comme ça dans la technologie, à fantasmer de voyager dans la technologie. Et vous le voyez dans l'imaginaire, télécharger son esprit dans un ordinateur, dans du silicium, etc. Il y a cette idée de se dématérialiser, et ça va avec l'oubli du muscle. Et évidemment, ça ne peut pas se passer comme ça. Parce que ce cerveau, alors il est magnifique, je ne vais pas vous dire le contraire, avec ses 85 milliards de neurones et ses millions de milliards de connexions, mais ce cerveau, c'est un cerveau sur pattes, et il ne fonctionne pas sans ses pattes. Et puisqu'on a parlé de ses besoins énergétiques, il a des besoins majeurs énergétiques, et là, le muscle est absolument indispensable. Alors pour contrecarrer ce que j'ai dit de ce fantasme de fusion avec la technologie, et finalement d'oublier son propre corps, de s'oublier, eh bien, il y a toujours eu dans la pensée des hommes cette volonté de cultiver le corps. Donc dans la pensée antique, chez Juvénal, au 1er siècle, c'était l'Esprit Saint dans un corps saint. Et l'Esprit Saint dans un corps saint, c'était une logique éducative. C'était pas seulement une logique de pratique de l'exercice physique. C'était que pour éduquer, pour former correctement un être humain, il faut
aller de pair entre l'exercice intellectuel et l'exercice physique. Et c'est ça qui fera un esprit bien formé. Et donc c'était d'emblée se dire qu'il faut un rapport physique au monde et le cultiver. D'ailleurs, c'est assez proche des développements actuels, des principes Montessori dont on voit qu'ils reviennent à l'école, Oui, tout à fait, avec cette idée qu'il faut un rapport physique aux choses absolument, avant d'avoir un rapport virtuel il faut aux absolument choses. qu'il y ait du physique. Et je le dis en psychiatre et même en spécialiste de neurosciences cognitives, c'est comme ça qu'on apprend à penser, de même d'ailleurs que, par exemple, on apprend à lire en apprenant à écrire. C'est-à-dire qu'il faut avoir un rapport physique à l'écriture. Et l'idée de taper directement sur un ordinateur, c'est-à-dire de ne pas avoir ce rapport à l'écriture cursive, est une très mauvaise idée. Et on sait très bien que ça a eu des travers terribles. Donc on sait que dans la pensée des hommes, et donc la pensée antique en l'occurrence, ça a été quelque chose de très présent. Et aujourd'hui, évidemment, les sciences viennent le confirmer. Alors ça a été très bien dit par mes collègues tout à l'heure, mais on pourrait multiplier les exemples, multiplier les démonstrations. Pour le neuroscientifique que je suis, je pourrais citer un papier qui, moi, m'a beaucoup marqué, qui est un papier vraiment important parce que vous savez que dans mon champ de psychiatre, on manipule beaucoup la sérotonine. Oui. Donc c'est un neurotransmetteur. Hein. C'est un neurotransmetteur qui est essentiel dans la régulation de l'humeur et nos antidépresseurs agissent sur la sérotonine. Eh bien, on sait que l'activité physique, qui ne se résume pas, bien sûr, à ce qu'elle fait en donnant la possibilité de déplacer des choses. Elle génère de l'énergie et elle a une activité métabolique qui modifie l'activité d'enzymes. Eh bien, par exemple, elle modifie certaines molécules qui, parce qu'elles sont modifiées, ne vont plus rentrer dans le cerveau. Et puisqu'elles ne vont plus rentrer dans le cerveau, eh bien, vous allez être protégé du stress. Ouais. Et donc, ça, c'est des résultats assez incroyables, hein, où on montre que en modifiant des molécules en périphérie, elles ne vont plus dans le cerveau. Et puisqu'elles ne vont plus dans le cerveau, eh bien, si on vous stresse, en l'occurrence, ça se teste chez la souris, si on stresse la souris, eh bien, elle est protégée du stress parce que l'activité physique a détourné ces molécules de sa toxicité possible sur le cerveau. Toujours dans mon champ, celui de l'humeur, on sait que la pratique sportive a un effet antidépresseur. Et on sait même que ça marche aussi bien que les antidépresseurs. Voilà, donc pour tous les patients donc, qui souffrent de troubles psychiques, que ce soit donc dépression, anxiété, bipolarité... Alors c'est vrai que ça marche pour tout, mais là je prends l'exemple de la dépression, et parce que là c'est vraiment mesuré, si je puis dire, dose à dose, antidépresseur versus activité physique, et c'est pas une activité physique déraisonnable, hein. C'est une activité de course à pied, en groupe, bien paramétrée, 2 fois 45 minutes par semaine pendant 16 semaines. C'est pas rien. Hein. Ça fait aussi bien sur l'humeur, ce que je mesure moi habituellement, que les antidépresseurs, et ça fait beaucoup mieux sur tous les autres paramètres sur les autres paramètres, qualité de vie, etc. Alors pour autant, et ça, oui, c'est votre débat. Serge l'a amorcé tout à l'heure, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et se dire, bon, faut arrêter les antidépresseurs, maintenant il faut juste prescrire du sport, parce que demander à un patient déprimé, qui est au fin fond de sa dépression, qui n'a donc plus les ressorts internes pour faire quelque chose. C'est ça la dépression. Hein. C'est pas seulement la tristesse, c'est la perte de toute motivation à faire les choses. D'aller faire du sport, je crois que c'est une forme de violence. Et il y a des situations où c'est possible, mais honnêtement, dans la majorité des cas, c'est pas possible. Ouais. Et vous voulez dire en période de crise aussi, peut-être qu'après, en suivi, ça devient alors possible. C'est exactement ça la réponse, c'est que c'est pas à la place d'eux, en fait. Ce qu'on essaye de mettre en place, c'est un cercle vertueux. Et ce cercle vertueux, c'est quoi ? D'abord, on soulage le patient. C'est la vocation première d'un médecin. On fait en sorte qu'il aille mieux. Et ça passera souvent par une aide ou médicamenteuse ou psychothérapeutique ou les deux. Et puis, quand il ira mieux, et ça, il faut trouver le bon moment, on enclenche
cette question de la pratique de l'exercice physique. Ouais. Et à ce moment-là, non seulement il va encore mieux, mais on pérennise ce mieux et on prévient la rechute. Donc c'est ça qui relève du cercle vertueux, mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, si je puis dire, en matière de sport, et se dire que d'un coup, on fait un virage à 180 degrés et on jette la chimie en se disant que maintenant c'est tout sport. Et encore une fois, j'insiste sur ce point, c'est peut-être une déformation de psy, mais il faut avoir en tête les fantasmes qui sont actifs en amont, et à mon avis, ils sont très puissants. Hein. C'est que nous autres, sapiens, nous avons tout misé sur le cerveau, et à tout miser sur le cerveau, il y a une sorte de perspective de s'oublier, d'oublier son corps, de s'évanouir dans la technologie, comme de disparaître. C'est la force de l'intelligence, de la lucidité. Le poète Pessoa disait cette phrase curieuse, aujourd'hui je me sens si lucide que je pourrais disparaître. Et c'est dans ce sens-là, en fait, d'une aspiration à n'être qu'intelligence. Et ça, c'est quelque chose qui est très actif chez l'homme. Et il faut comprendre ce mouvement de fond pour comprendre son rapport difficile à l'exercice physique, qui généralement procède du pas du tout ou trop. Ou trop, voilà, il y a une mesure à trouver. Je voudrais repasser la parole à Irène, peut-être revenir sur, bon, on parle beaucoup risque-bénéfice finalement dans une pratique de psy et avec des enfants. Comment vous voyez les choses sur cette sédentarité? On parlait tout à l'heure avec vous d'une étude qui a été faite sur les risques. Peut-être qu'on peut développer ce point-là pour information. Bon, il y a deux approches. Hein. L'approche qui est celle du danger que j'exprimais et qu'on a bien documentée au moment du confinement, en fait. Oui. Quand au moment du confinement, on s'est dit, à l'annonce même, on s'est dit, mais que va-t-il se passer et quel est le danger qui est lié au fait qu'on va limiter plus encore, je dirais, et je parlerai après du plus encore, l'activité physique de la population. À l'issue de l'approche qu'on a eue, il paraissait tout à fait évident que les populations qui allaient être les plus touchées étaient les enfants, et pour d'autres raisons, les personnes âgées. Alors les enfants, en termes de danger, le danger est lié à la fois au fait que dans le temps et au moment précis, effectivement, ils ne pratiquent pas d'activité physique. Mais il y a quelque chose qu'on oublie, c'est que les enfants sont les adultes de demain, que les adultes d'aujourd'hui sont les enfants d'hier, et que quand on parle d'activité physique et qu'on pense à dire à quelqu'un « ce serait bien, tu sais que tu as une activité physique, ça te ferait du bien, de façon subliminale ou pas », la compétence motrice de la personne va jouer un rôle très important. C'est-à-dire que l'apprentissage au cours de l'enfance et de l'adolescence, en cours d'éducation physique. D'ailleurs, ça s'appelle de l'éducation physique et sportive, et non pas de l'activité physique et sportive, et non pas du sport. On dit EPS. C'est bien l'idée, et l'intention est bien d'éduquer et de faire acquérir à ces enfants et adolescents des compétences motrices qui seront utiles à l'avenir. Pendant cette période de confinement, pour toutes les raisons qu'on connaît, la motricité a été réduite. Et ça a présenté un danger très important. Alors, le confinement, c'est une parenthèse, mais en réalité, ce qui se passe chez les enfants et les adolescents, si on parle de cette population-là, c'est que l'environnement et l'environnement que nous leur avons créé collectivement n'est pas favorable à l'activité physique. Oui. Alors, on met en avant la question des écrans, etc. Oui, les écrans sont venus s'ajouter à tout ça. Mais ce qu'on peut appeler en français la marchabilité d'une ville, par exemple, qui est le walkability en anglais, et qui est bien documenté dans la littérature scientifique, et a un effet très important sur la façon dont nous tous, y compris les enfants, vont pouvoir se mouvoir sans être motorisés dans la ville. Vous voulez dire que c'est pas forcément très pratique pas du tout. D'aller
d'aller d'un point à un autre, d'aller même à l'école en toute sécurité. Et donc, quand on a commencé à faire au siècle dernier des villes tout voiture, parce qu'on trouvait ça génial, et que l'industrie automobile, etc., donc on a urbanisé d'une façon qui visait à motoriser essentiellement. C'est vrai, c'est encore pire à la campagne, je crois d'ailleurs. Et donc à la campagne, en province, c'est pire encore. C'est-à-dire qu'on a une très grande dépendance à la voiture. Voilà. Donc il y a des questions, et quand on a travaillé sur ces sujets-là, au-delà de l'injonction individuelle à faire de l'activité physique, il y a la possibilité déjà de lutter contre la sédentarité, d'avoir on parle beaucoup de mobilité active. Bah oui, on en parle, mais on en parle. On en parle. Donc il y a cette question-là. Il y a la question effectivement de miser sur le cerveau, de miser sur l'instruction, en considérant que l'éducation physique est mineure au regard de l'éducation intellectuelle. Oui. Donc cet apprentissage, et c'est ce qui pose problème aussi, c'est la représentation que l'on a, que tout le monde a, et même de façon subliminale, encore une fois, on induit chez l'enfant l'idée que ton cours de PS, tu peux éventuellement être dispensé, en plus, c'est cool, parce que le PS, c'est fatigant. Donc on va avoir... on a réduit les heures de PS sur les dernières décennies au lycée, hein. On était à 4, 3, on est à 2. Oui, oui. Donc c'est complètement anecdotique, hein, tout le monde le sait, le temps d'y aller, de revenir, de se changer, etc., il ne reste plus rien. Et donc on a quand même collectivement l'idée que l'activité physique et se mouvoir, c'est mineur à côté de l'activité intellectuelle. L'intellectuel dans notre société est valorisé. Quelqu'un qui a un travail manuel, physique, n'est pas valorisé. Absolument. Et donc l'idée, c'est que apprends tes maths, apprends ton français, ça va être génial, tu vas être un intello, mais à l'issue de tout ça, on a une culture globale, collective, qui minimise l'activité physique. Et en plus, la question de l'image du corps est extrêmement complexe, donc je pense que d'autres spécialistes en parleront mieux que moi, mais la relation au corps, finalement, démarre pas très bien, parce que justement, à l'école, quand on va à la maternelle, l'enfant qui a une activité physique spontanée, on l'assoit. Oui, donc, on éduque les enfants à la sédentarité et à l'inactivité physique. Oui, dites-moi, c'est vraiment quelque chose de très important. Juste, je me demandais, en vous écoutant parler, est-ce que la France, c'est particulier ou c'est partout pareil en Europe? Non, la France est un mauvais élève. Ah, quand même. Voilà. Oui, mais c'est important de le dire. Un mauvais élève. Il y a de meilleurs élèves. Alors en France, je ne reviens pas sur les chiffres sédentarité, inactivité physique qui sont absolument incroyables. Avant de parler de la France, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que dans le contexte de l'évaluation des risques sanitaires, l'activité physique, disons que l'inactivité physique et la sédentarité sont des facteurs de risque dont la relation de causalité est d'une robustesse qui n'a pas d'égal au regard d'autres facteurs d'exposition. Ah oui, c'est important de préciser. Je travaille sur un spectre qui est assez large, et quand on a travaillé sur l'éducation, enfin, sur l'activité physique et l'inactivité, et qu'on a pu caractériser le risque, tout le monde, donc pas moi particulièrement, mais a dit, mais c'est incroyable, c'est là qu'on a le niveau le plus élevé de robustesse et de causalité. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on dit très peu. Hein. C'est-à-dire qu'on parle d'énormément de facteurs de risque toute la journée, c'est tout le monde. Bon. Donc l'activité physique, on en parle beaucoup moins et il n'y a pas de proportionnalité. Votre question? L'Europe, la France dans l'Europe. La France, donc, nous ne sommes pas de très bons élèves. Déjà, au regard du temps d'éducation physique et du temps dédié à l'activité physique de façon dirigée ou non à l'école et au collège et au lycée. Donc très peu d'heures. Et au-delà du fait qu'on a très peu d'heures, la place de l'instruction est telle,
en termes de plage horaire, que les enfants n'ont plus le temps d'avoir une activité physique ou de pratiquer du sport. Un enfant qui veut pratiquer du sport, il faut regarder les horaires, s'il finit à 4, 5, 6 heures du soir, c'est très difficile, ça va être du sport le soir, c'est compliqué, ça prend sur les devoirs, etc. Donc l'organisation scolaire n'est pas du tout pensée pour ça. L'organisation du travail non plus puisque les plages horaires, les amplitudes horaires sont très grandes en France. Et on a cette pause méridienne. Alors chacun a dû l'expérimenter. On se dit toujours entre midi et 2, je vais aller manger faire en même temps. Je mange après, je mange avant, je mange pendant non. Donc je finis. Alors maintenant on triche avec le télétravail. On se dit à 14 h, j'aurais fait mon sport entre midi et 2 et à 14 h sur la visio, je vais pouvoir manger si j'éteins la caméra. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est très difficile de placer l'activité physique dans sa journée en France. Donc il y a deux questions qu'il faut dissocier. C'est la question de la difficulté à pratiquer de l'activité physique dans notre organisation sociale et la difficulté à lutter contre la sédentarité, puisque beaucoup de choses sont organisées aujourd'hui pour que on puisse se laisser aller finalement à une forme de paresse qui est assez naturelle chez l'Homo sapiens. Et quand on regarde les escalators à Paris, qu'on regarde la file de droite, on comprend très bien que vous comprenez bien. on a une propension naturelle à ne pas être actif. Alors, je précise que la prochaine table ronde, on va parler activité physique et monde du travail, parce qu'effectivement, on voit bien, par rapport à ce que vous nous dites, on voit bien que c'est vraiment aussi une question d'organisation sociale. Ce n'est pas uniquement la volonté des individus. Avec vous, Martine Duclos, je voudrais revenir sur, peut-être en pensant à tous ceux parmi nous qui sont soit malades, on en a parlé avec le professeur Uzan et le professeur Gaillard, soit malades, soit handicapés par l'âge ou que sais-je encore. On parle d'activité physique adaptée. Alors c'est un concept vraiment tout à fait intéressant. Je voudrais que vous nous en parliez. Alors l'activité physique adaptée, l'intérêt, c'est qu'elle est bien définie. Donc c'est une activité physique qui est adaptée à la condition du patient, éventuellement à sa pathologie ou à son état, et à ses capacités physiques et à sa motivation. Donc ça veut dire derrière tout ça que ça nécessite des préalables. Alors on va prendre carrément, généralement, je veux dire, la personne qui va s'occuper de ça, c'est le médecin traitant, mais n'importe quel médecin, maintenant, on peut prescrire l'activité physique, ça peut être un cancérologue, si on donne l'exemple, ça peut être un psychiatre. Bref, quelle que soit la spécialité du médecin, le médecin peut prescrire une activité physique. Ça veut dire que pour le médecin, il va avoir à réaliser plusieurs éléments, et effectivement, ça va être discuté avec le patient. Donc, avec son patient, la première chose, c'est qu'il va voir avec lui, il va mesurer avec lui, évaluer son niveau d'activité physique et le temps qu'il passe assis. C'est l'un et l'autre. Pas oublier le temps passé assis, parce que le patient ne se rend pas compte qu'en moyenne, on passe 12 heures assis dans une journée. Ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, sur la sédentarité. On vous dit qu'on passe beaucoup de temps assis, mais c'est mesurer effectivement tous les temps passés assis dans les transports, au travail, et puis dans les loisirs, ce qui fait à peu près 4 heures. Donc tous, on a 12 heures, alors qu'on fixe un seuil qui devrait normalement ne pas dépasser 7 heures. Et encore, quand on est gentil, parce que quand on voit les études, on devrait même faire moins. Bref, le niveau d'activité physique, déjà le patient voit, c'est pas top. Mais ça, il le sait plus ou moins. Mais ça suffit pas et c'est pas là. Deuxièmement, il va expliquer au patient, il va lui dire, ce serait bien que vous fassiez, qu'est-ce que vous pensez éventuellement de faire de l'activité physique, ce serait bien pour vous. Et là, c'est effectivement là toute la démarche, c'est discuter avec le patient, lui expliquer pourquoi l'activité physique va être importante pour lui. Effectivement, par exemple, s'il a un cancer, vous êtes fatigué avec vos traitements, ça va diminuer la fatigue. Donc en fait, c'est lever tous les freins que peut avoir le patient. Il a un cancer, mais docteur, je suis fatigué. Vous voulez me faire de l'activité physique ? Non, mais justement, le premier traitement validé de la fatigue en oncologie, c'est l'activité physique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, parce que en fait, vous êtes fatigué parce que vous faites rien. Et quand vous faites rien, dès que vous allez monter un escalier, vous allez avoir mal aux jambes. Vous allez être complètement essoufflé. Alors, évidemment, ça vous dégoûte. Je comprends très bien. Mais sauf que c'est parce que vous en faites moins. Et moins vous allez en faire, plus vous allez avoir mal. Moins vous allez en faire, plus vous allez aimer votre chaise. Alors, l'adaptation, c'est la progressivité. Donc, alors, il y a ça, mais surtout, c'est extrêmement important. Je veux dire, avant d'adapter, c'est que le médecin explique au patient tous les bénéfices qu'il va avoir.
Ouais, mais docteur, mais je vais faire un infarctus. Vous avez vu, je suis un peu gros, un peu rond. Vous avez vu mon ventre. J'ai un peu de pression. J'ai une glycémie, enfin j'ai un glucose qui est pas bien. Mon cholestérol, vous m'avez dit. Ah oui, moi, donc je vais faire un infarctus. Ben non, justement, ça va diminuer de 30% le risque de faire. Bon, bref, on explique les bénéfices, que le patient il sache. C'est pas pour faire plaisir au médecin, c'est que le patient sache que c'est efficace et puis il va lever tous les freins. Les freins, ça peut être la famille aussi. Un patient qui sort d'un cancer, effectivement, oui. Et vous dites au patient faire l'activité physique, la famille lui dit non mais effectivement c'est la maltraitance. Bah non. Et donc voilà, on a levé les freins, on a convaincu le patient. On va discuter avec lui des objectifs. On va pas lui dire tu vas faire 30 minutes sur le vélo en regardant la télé. C'est pas la peine. On va discuter de ses goûts. Oui. Puis on va fixer ensemble un objectif. Et puis si on va voir effectivement, est-ce que le patient... Alors, bien sûr, on vérifie qu'il est motivé. Hein. S'il n'est pas du tout motivé, c'est pas la peine. Hein. Si moi, l'activité physique, c'est pas pour moi, non, pas moi. Donc là, effectivement, d'abord, on vérifie qu'il est motivé, on travaille sur la motivation. Pour travailler sur la motivation, on travaille sur les freins et les leviers. On cherche des gens qui peuvent éventuellement accompagner le patient. Et puis, est-ce qu'il est autonome? C'est-à-dire, est-ce qu'il est capable, quand on parle d'intensité, de durée, de type d'endurance, de renforcement musculaire, puis là, il y a les médicaments, et comment je vais faire, docteur, avec mes médicaments? Ma glycémie va monter, va baisser, ma pression artérielle, donc il panique, ce qui est tout à fait normal puis ça fait 30 ans qu'il n'en a pas fait, ou il n'en a jamais fait, ou il a toujours eu une dispense à l'école. Ouais. Donc à ce moment-là, on l'envoie à un professionnel de l'activité physique adaptée. Et là, c'est pareil, hein, la loi définit les compétences. On ne l'envoie pas au coach sport santé de la boîte de sport de fitness à côté. Hein. C'est vraiment, il y a des compétences. En gros, c'est les kinés et puis les gens qui ont une formation STAPS, puis éventuellement des gens qui ont une formation sport santé. Donc, on voit avec le patient quels sont les professionnels qui ont cette formation et où on peut l'envoyer, on ne laisse pas se débrouiller. Voilà. Alors là, il y a les maisons sport santé qui peuvent répondre à ça, mais on voit avec le patient. Et dernière chose, on n'oublie pas, c'est le dernier élément, mais il est quand même extrêmement important, le patient, on le suit régulièrement. On lui a fait une prescription, on l'a envoyé à l'endroit où il va pouvoir faire de l'activité physique, ou s'il est un peu autonome, il y a effectivement le médico-sport santé dans le Vidal, où il peut faire aussi un sport adapté, il peut faire du tennis adapté. Hein. Ah ouais, mais je peux faire du foot? Ben ouais, il y a du foot adapté, c'est du foot marché, c'est du tennis ou du rugby touché. Donc c'est adapté aux pathologies, donc ça peut être motivant. Ah ouais, je vais faire du rugby comme mon petit-fils. Ouais, voilà, faut trouver des choses qui motivent. Donc, alors ça prend du temps, hein. Mais pour un médecin traitant, ça peut être fait en plusieurs étapes aussi. Hein. Et puis on suit le patient, parce que des fois, il peut aussi, effectivement, tout à coup, il peut se passer quelque chose, il peut rechuter de sa déprime, sa dépression. Donc là, il arrête, et on le reverra quand ce sera le bon moment. Il peut perdre peut-être sa compagne, et puis à ce moment-là, pouf, ça va pas du tout. Enfin bref, il peut avoir bien d'autres accidents de vie. Eh bien, on le suit pour, effectivement, parce que il y a changer sur le court terme et puis à maintenir un changement de comportement sur le long terme. Et ça, effectivement, c'est tous les problèmes motivationnels, le maintien des comportements. Donc, on suit le patient. Donc, voilà, c'est une démarche, c'est un suivi, c'est un accompagnement. Et donc, c'est ça, l'activité physique adaptée. Ce qu'il faut bien comprendre, effectivement, là, après ces précisions-là, c'est que c'est vraiment, c'est du sérieux, si je puis dire. C'est-à-dire, il y a un protocole, il y a des professionnels. C'est pas juste en se disant, bon, allez, au doigt mouillé, on va adapter la situation. Donc en fait, là, il y a deux mots. Du coup, je joue avec les mots clés. C'est le rôle du médecin traitant ou du médecin qui va prescrire, la formation des professionnels. Hein. On envoie un professionnel formé à l'activité physique adaptée. Voilà. Et puis le suivi, ce qui est aussi quelque chose de... Voilà, il ne suffit pas de dire on prescrit. Alors, ce qui est bien, c'est l'ordonnance aussi. Il est prouvé que quand le médecin fait son ordonnance écrite, mais certainement, c'est un rôle ça donne de la force. C'est plus efficace. Les patients sont habitués à l'ordonnance du médecin. L'ordonnance écrite, c'est quelque chose d'important. Très bien. Écoutez, je pense que de toute façon, c'est des thématiques dont on va reparler au cours de la journée, puisqu'on a des tables rondes, notamment celle qui va venir après celle-là, sur effectivement le muscle tout au long de la vie. Donc effectivement, ces questions à l'école, au travail, on va en reparler. Je voulais revenir avec vous, Raphaël Vial. Alors là, plus pour une casquette un peu institutionnelle, on va dire. Bon, finalement, après vous avoir tous écouté parler, on se dit que il y a des perspectives qui pourraient être favorables, mais en fait derrière tout ça, il y a aussi une question finalement d'enseignement
d'une discipline qui est la myologie. Est-ce que, à votre sens, et ça doit rejoindre un consensus parmi vous, est-ce qu'il faut changer cet enseignement tel qu'il est actuellement? Déjà, si vous pouviez nous en dire 2 mots de la façon dont c'est organisé, est-ce qu'il faut le changer? Alors, merci pour cette question. Effectivement, là, je prends ma petite casquette de prof de fac de médecine. On en a beaucoup discuté et le doyen Usan, qui a dû nous quitter, on a échangé également à ce sujet. Déjà, il faut faire le constat que l'enseignement de la myologie, donc la myologie, c'est cette science qui parle du muscle, hein, c'est ça l'étymologie. Cet enseignement, il est déjà très morcelé. Il est sans doute assez minimaliste, hein, on n'est sans doute pas non plus les meilleurs élèves de la classe en France. Mais il est avant tout morcelé. Et les études de santé, je ne parlerai pas que des études de médecine, j'inclus bien sûr toutes les autres professions de santé. Et même au-delà, ces études sont longues, on le sait, en tout cas pour les médecins en particulier. Et ce morcellement s'étale sur les 3 cycles, premier au 3e cycle. Alors on va en entendre parler de la myologie quand on va faire les cours d'anatomie. On va savoir que les muscles existent, qui s'insèrent à tel endroit, qui sont innervés par tel nerf, etc. Qu'il y en a 600. Il y en a 600, alors on n'en apprend que 300 parce qu'en fait on est partagé en 2, on a 300 de chaque côté. Bon, enfin voilà, donc il y a cet apprentissage, on va dire, des bases. Ensuite on en entend parler en physiologie, on en entend parler un petit peu en histologie, on va regarder les muscles au microscope. On va voir des fibres musculaires normales, des fibres musculaires pathologiques. Et puis après on n'en entend plus parler au 2e cycle, très peu, dans les stages un petit peu, et puis on va en réentendre parler au 3e cycle lorsqu'on va se destiner soit à la cardiologie où on ne va parler que du myocarde, ou à la pneumologie où on ne va parler que des muscles intercostaux et des diaphragmes, et puis évidemment les orthopédistes, alors nous on se tape les 298 autres muscles qui nous permettent de bouger. Voilà, donc en fait c'est ça qui probablement fait défaut actuellement, c'est cette vision à la fois globale et transversale qui devrait sans doute s'étaler sur les 3 cycles. Éviter cette espèce de traversée du désert du 2e cycle, et puis un petit peu comme ça a été proposé d'ailleurs par l'Institut de myologie, avoir une vision universitaire académique d'un enseignement, un diplôme universitaire de myologie qui pourrait être travaillé ensuite par spécialité. Parce qu'effectivement, le cardiologue, il s'en fiche un peu du quadriceps, quoique, parce que son patient, il va courir sur un tapis avec ses quadriceps et ça va lui faire du bien au myocarde. Donc, un enseignement intelligent, plutôt de 3e cycle, décliné par sous-groupe de disciplines, mais toujours en gardant à l'esprit voilà, qu'on a un intérêt à l'activité physique, quelle que soit la discipline médicale, qu'on a un intérêt à avoir un bon myocarde quand on veut nous opérer un patient, parce que clairement c'est important, et puis sortir aussi du tout physiologique, c'est-à-dire ne pas apprendre que les maladies, sortir de ces maladies et aller aussi sur la vraie physiologie, et puis ce discours de santé publique qu'on a entendu très longuement et qui est très important, ce discours de prévention et d'éducation de la population, de la société civile à une pratique musculaire, à une pratique sportive pour faire de la prévention des économies sans doute gigantesques au décours. Et ça doit être enseigné. Alors c'est de la santé publique. Alors dans les facs de médecine, on a de la santé publique, mais on ne parle pas de myologie. Ce serait peut-être là où il faudrait réinjecter des notions d'activité musculaire. En tout cas, voilà, il y a un chantier, les instances académiques en discutent, s'en parlent entre elles, et on a bien conscience effectivement de certaines vacuités du parcours d'enseignement autour de la myologie. Même question que tout à l'heure, est-ce que c'est très différent à l'étranger ou... Alors à l'étranger, dans certains pays, on met l'activité physique au panthéon des disciplines importantes, notamment en Amérique du Nord. Des universités prestigieuses américaines ont des équipes prestigieuses, et l'activité physique, même chez des patients obèses, et Dieu sait si on a des obèses en Amérique du Nord, cette activité physique est sans doute beaucoup mieux acceptée, vulgarisée. Derrière, il y a aussi beaucoup d'argent, il y a une économie de tout cela. Donc c'est vrai qu'en France, pour l'instant, on n'est pas encore dans cette direction. Tout à fait. Dans cette dynamique-là. Non, mais effectivement, les questions d'enseignement, qui sont des enjeux assez forts au niveau institutionnel. Je pense que la vulgarisation, je n'aime pas ce mot, mais est importante dans la bouche de tous les médecins généralistes, de tous les spécialistes, et pas que les hyperspécialistes de la condition physique. Je crois que c'est des messages, mais il y a tellement de messages à relayer aussi auprès des médecins généralistes.
voilà, en tout cas, on est ici pour parler du muscle aujourd'hui et je pense que c'est un vrai message à porter. Oui, tout à fait. Bon, bah, écoutez, tout ça est absolument passionnant. Moi, je vous propose maintenant, on a le temps pour des interactions avec la salle. Donc, est-ce que... je vois déjà deux mains qui se lèvent. Monsieur en haut, alors ce que je vous demande, c'est vous vous présentez, hein, et puis vous dites qui vous êtes, et puis vous donnez votre question. Excusez-nous, il faudrait qu'on vous passe un micro. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le faire? Parce que comme vous savez, comme c'est enregistré, en plus, on risque... Vous pouvez faire quelque chose? Ah. Voilà. Voilà, il y en a au moins un qui n'est pas comme nous, physique, complètement sédentaire. Voilà, à vous monsieur, à vous. Alors, oui. Donc je suis Arnaud Ferry et je suis professeur STAPS, Sciences et Techniques des activités physiques et sportives, qui normalement, leur mission est justement de former les enseignants à PAS, activité physique adaptée justement pour proposer l'activité. Alors justement, je vais revenir aux étudiants. Il y en a 3 millions en France, il y en a quelques centaines de milliers par exemple à Paris. Et donc, qu'est-ce qui peut... leur prescrire du sport ou de l'activité physique, voilà, quel médecin et où est-ce que ça peut se passer, quoi, pour les étudiants. Donc c'est une question vraiment ciblée sur les étudiants qui ont beaucoup souffert du confinement. Du confinement, des deux confinements, ouais. Voilà, et toutes les enquêtes montrent qu'ils pratiquent extrêmement peu d'activité physique, voilà, et puis ils ont un état de santé qui se détériore et qui va finir par ressembler au mien. D'accord, très bien. Qui veut répondre ? Allez-y. C'est les médecins du SWAPS. C'est les médecins du SWAPS parce qu'ils ont accès au SWAPS. C'est le service de santé universitaire. Alors le problème, c'est que généralement au SWAPS, il y a très peu de médecins. Voilà, il y a 1 ou 2 médecins. Mais normalement, sinon ils peuvent aller voir leur médecin traitant. 6 médecins traitants ils ont, ce qui est aussi un autre problème parce que beaucoup n'ont pas de médecin traitant. Et enfin, certains malheureusement n'ont pas de médecin traitant, mais normalement ils vont au SWAPS et là ils peuvent avoir une prescription d'activité physique, tout à fait. Le problème, c'est qu'après, il faut qu'ils trouvent un endroit aussi où l'activité physique est remboursée. Alors, c'est vrai qu'avec l'université, normalement, ils ont accès à pas mal d'activités physiques ou sportives qui sont à moindre frais. Tout n'est pas gratuit, mais enfin, généralement, ils ont accès à plus d'activités physiques, mais il faut qu'ils aillent au SWAPS, oui. Ouais. Très bien. Ça vous va? Alors, monsieur, et puis après vous. Vous m'entendez, c'est bon? Oui. Très bien, allez-y. Bonjour, je me présente, je m'appelle Adrien Maillet, je suis kinésithérapeute libéral, enseignant en IFMK et ingénieur en mécanique des systèmes. Juste pour vous dire que je suis bien sûr amoureux du discours que vous avez donné ici, en particulier professeur Duclos. La seule petite chose qui m'interroge, c'est que dans l'ensemble de vos interventions, vous ne parlez pas du professionnel qui rassemble l'ensemble des éléments que vous avez cités, que ce soit d'un point de vue de l'enseignement ou de la pratique au quotidien, et de sa présence sur le territoire français. C'est le kinésithérapeute qui est compétent pour faire et pour comprendre les méta-analyses, pour bilanter, pour faire des tests musculaires et pour apprendre aux patients, et qui surtout a le temps en consultation d'expliquer tout ce que vous venez d'expliquer. C'est le professionnel de santé qui est au centre de cette problématique. Vous l'avez cité une fois, bien heureusement, ça m'a soulagé. Mais c'est hyper important. Pourquoi, à votre avis, dans le système de santé français et dans le discours, dans ce genre de situation, on ne parle pas autant de ce professionnel? Alors c'est moi qui vais vous répondre déjà, après je vous passe la parole, professeur Duclos. Juste pour vous dire, c'est très utile et très important effectivement qu'on puisse entendre votre remarque qui va être, je pense, tout à fait bien comprise par tout le monde. Je veux vous préciser tout de même qu'on va avoir une table ronde numéro 2 sur le muscle tout au long de la vie et que vous verrez que nous avons un représentant de la profession et pas n'importe qui pour la kinésithérapie. Hein. Donc les choses sont dites.
Allez-y. Non, mais j'ai parlé une seule fois des STAPS aussi, donc ils pourraient aussi râler. Ils ont pas râlé. Monsieur Ferry n'a pas râlé, je l'en remercie. Bon, effectivement, les kinés, vous êtes aussi complètement dans les recommandations, comme d'autres professionnels de l'activité physique adaptée. Donc, vous avez un rôle complètement évident. Donc, chacun a son rôle. Après, ça dépend de la disponibilité. Vous avez aussi un autre rôle, effectivement, chez les gens qui ont plus de limitations, c'est clairement défini par la Haute Autorité de Santé. Donc après, c'est en fonction des limitations des patients. Chacun a son rôle. Il y a de la place pour tout le monde. C'est encore très bien dans des patients très lourds d'avoir une collaboration entre les kinés et les STAPS. Donc voilà, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de problème. Vraiment, chacun a son rôle et tout est vraiment clairement défini par la loi et par la Haute Autorité de Santé. Donc de ce côté-là... Très bien. L'important, c'est vraiment les collaborations multidisciplinaires, comme vous le savez. On va prendre une dernière question, monsieur, s'il vous plaît. Hop. Voilà. Bonjour. Bonjour. Stéphane Fabry, donc du président du CNP de kinésithérapie, encore. On envahit. Dites-nous tout. Non, j'avais une remarque et j'étais parfaitement d'accord avec l'intervention du psychiatre sur le souci d'accompagnement de ces patients, oui. Puisque moi je travaille spécialement dans la douleur chronique dans mon cabinet, donc avec des caractères un petit peu aussi psychologiques adossés. Et c'est vrai que on a des patients qui, si on ne les accompagne pas au début, seront réfractaires. Donc c'est vrai que c'est important cette phase d'accompagnement. Mais ma question, c'était surtout ce à quoi on est confronté, c'est-à-dire des problèmes économiques d'accès à l'activité physique adaptée dont on n'a pas parlé. Parce qu'on a vu dans l'enquête qu'il y a des classes sociales, en effet, qui, eux, parfois restent en rééducation parce qu'ils n'ont pas accès à cette activité physique adaptée au niveau économique. On a même des médecins qui prescrivent de la rééducation en nous disant « oui, mais si on prescrit l'après, ils ne sont pas remboursés ». Donc, est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui, alors peut-être pas par le biais de la sécurité sociale, mais pour ces classes sociales très identifiées à faibles moyens, de faire comme pour les enveloppes d'accès à la scolarité, hein, il y a des primes de rentrée, de faire une prime d'État pour l'activité physique adaptée, spécifiquement pour ces classes sociales défavorisées, qui sont peut-être les classes les plus problématiques à mon sens, et nous, dans les cabinets, on le voit. D'accord. Donc vous voulez dire pour les malades, hein, Pas du tout pour les malades. Les malades, c'est du soin. C'est de la santé. Non, c'est l'activité physique adaptée, je veux mais dire, l'activité physique adaptée, est-ce que vous voyez ça pour tout un chacun ou est-ce que... Large spectre, ce qu'on vient de parler, on vient de parler de l'activité physique adaptée, large spectre. Okay. Et c'est des gens qui, parfois, dans le cadre de la rééducation, on doit en fait passer à une étape de sevrage et de sas de dérééducation qui est cette activité physique adaptée pour en fait les entraîner vers l'autonomie. Mais on n'a pas les moyens financiers. Très bien, Je le vois dans la douleur chronique. Alors, je vais répondre parce que ça fait, on est beaucoup là dans tous ceux qui travaillent sur l'activité physique. Ça fait des années qu'on se bat pour qu'il y ait un remboursement, et en particulier qu'il soit éventuellement gradé en fonction du niveau socio-économique des patients. Là, on est dans la commission de Landres où la première recommandation qu'on a faite, c'est qu'il y ait un remboursement de l'activité physique adaptée, ce qui est plus ou moins, ou en tout cas une part importante des mutuelles. Donc c'est notre première recommandation. Le problème, c'est qu'en fait, c'est ni la santé ni le ministère des Sports qui décide, c'est Bercy. Voilà. Ouais. On a vu la CNAM, on a vu tous les... on a beau leur donner les preuves économiques, il y a des milliards d'économies. Si on prend en charge ces patients parce qu'on va diminuer les comorbidités, on va diminuer les traitements, on sait très bien qu'il y a des effets d'économie. Et encore mieux si on est en prévention d'ailleurs. Mais bon, le problème c'est que c'est pas nous qui décidons. Voilà. Mais on fait tout pour que ce soit le cas et peut-être pour qu'il y ait une implication plus importante des mutuelles où on aura peut-être un peu plus de chance en demandant moins à l'État et plus aux mutuelles de participer. Très bien, merci beaucoup. Mais je peux vous dire qu'on travaille pour ça et on est beaucoup à travailler dessus depuis pratiquement tous les jours et depuis des années et des années. Okay. Allez, une dernière. À vous. Oui, alors juste une remarque rapide, c'était sur l'enseignement de la myologie. Il existe déjà un DIU de myologie qui existe déjà et qui s'adresse aux médecins, aux kinésithérapeutes et aux divers intervenants qui peuvent prendre en charge des patients qui relèvent de la myologie, donc qui ont des maladies musculaires. Donc je crois quand même qu'il faut rappeler qu'il y a déjà de l'enseignement et déjà de l'enseignement à un niveau tertiaire. Très bien, écoutez, merci beaucoup pour votre écoute. Je vous propose d'applaudir. Voilà.
Donc merci à eux. On fait pas de pause pour se dégourdir les jambes, vous aurez ça tout à l'heure. On va tout de suite passer à la table ronde numéro 2.